Bien, donc cette conférence est la première de l'éco-festival d'Orge de cette année, 2025, et aborde le deuxième thème qui est celui des plantes et nous. Et voilà, et donc cette conférence va être donnée conjointement par Bronwyn et Marion, qui toutes les deux sont chercheuses à l'EHESS dans des domaines un peu différents. Que tu peux donner le tien, Oui, bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup de nous inviter pour échanger avec vous ce soir. Donc moi, je travaille, j'ai fini ma thèse à l'EHESS en décembre dernier et le sujet de ma thèse, ça s'intitulait « Une terre en migration, enquête dans les littératures francophones contemporaines ». Et donc c'était une recherche sur les migrations humaines et autres qu'humaines et sur les imaginaires terrestres. Voilà. Et donc Marion, qui est Bronwyn, qui elle est à l'EHESS à Paris et qui va nous donner le sujet sur lequel elle travaille. Donc c'est lié quand même parce que moi aussi je suis en lettres. Donc quand même dans une école de sciences sociales plutôt, mais dans la section art et langage. Et je me pose la question de comment écrire le verger au XXIe siècle, entre poésie, pensée et pratique. Et donc c'est toujours un peu comme Marion, une enquête qui est basée en littérature, mais avec une ouverture vers les questions environnementales et agricoles. Voilà, et moi j'ai connu Bronwyn et Marion au verger O36 qui est à Brétigny, qui est un jardin qui est un verger associatif où il se passe plein de choses et où le 18 d'ailleurs il y a une sortie sur le terrain à la recherche des plantes comestibles, notamment par leurs racines, puisque là maintenant on va vers l'hiver et donc les feuilles et les feuillages se fanent. Voilà. Donc vous êtes invités à prendre aussi le programme et le 18, là, samedi, venir faire un tour au verger pour voir ce qui s'y trouve. Voilà, bon, et bien maintenant nous allons commencer, vous allez commencer, et moi je vais aller m'asseoir et écouter sagement. Non, je vais m'asseoir en hauteur, tu sais, pour avoir les jambes tendues. Il n'y a plus de siège en hauteur. Plus de siège en hauteur. Si, c'est bon. Attends, Françoise, il t'en amène une. D'être là ce soir et on tenait d'abord à remercier Véronique, Michel et Michel de l'Université populaire de Saint-Michel sur Orge et Bernard et Françoise des Paniers de Longpont de nous avoir invités à échanger avec vous ce soir. Et donc ce dont on va vous parler ce soir, ça s'adosse à un livre qui s'appelle « Les migrations des plantes » et que Bronwyn et moi avons co-dirigé. Il est sorti en 2024 aux éditions Manuela et c'est à partir de là, le sujet dont on va vous parler, s'adosse à ce livre. Et donc, comme vous pouvez sûrement le voir à l'écran, c'est un livre choral. Donc nous, on l'a dirigé, mais il y a une vingtaine de contributrices et de contributeurs. Et bon, là, vous voyez que leur nom, mais ça donne quand même un peu une idée aussi de la diversité d'approches qui se trouvent réunies dans ce livre choral. On voit notamment, par exemple, Jacques Lassin, là, tout à la fin. C'est un écologue, peut-être que certaines et certains d'entre vous le connaissent déjà. Il est écologue, mais il est aussi écrivain. Il y a une ouverture artistique dans son travail. Il y a aussi, par exemple, Sacha Bourgeois-Gironde, qui est écrivain et neuroscientifique, Ralph Samuel Grossman, qui est artiste, Francesca Cosolino, qui est anthropologue, qui a travaillé avec l'artiste
Sophie Crière. Voilà, il y a l'artiste en performance Marine Mann, Jeanne Pédéfriche qui travaille aussi dans la performance et qui est metteuse en scène, Zoé Spulding qui était poète, etc., etc. Juste pour vous donner une idée de la diversité d'approches qu'on a cherché à réunir dans ce livre. Et donc au cœur du livre, il y avait vraiment l'idée de penser la migration des plantes depuis une pluralité de points de vue et dans la friction aussi, ou le dialogue entre différentes approches des migrations des plantes. Voilà, et justement, tout au début de cette idée de livre, on en avait d'abord fait une grande rencontre qu'on appelait rencontre universitaire et artistique, avec presque tout ce monde. Donc ça s'est porté sur un week-end. Et en réfléchissant à cette rencontre avec Marion, justement, on s'est dit que vraiment au cœur de notre question était ce qu'on a appelé un souci modal, c'est-à-dire qu'on se posait en même temps comment migrent les plantes. Déjà, s'étonner de cette migration, un peu contre-intuitive, un peu paradoxale. Donc, comment migrent les plantes, mais aussi comment est-ce qu'on en parle, comment est-ce qu'on raconte ces migrations, comment est-ce qu'on s'intéresse à elles, comment est-ce qu'on les pense. Donc, ces deux comment, c'était ça notre souci modal. Comment elles migrent et comment est-ce qu'on saisit ces migrations. Et depuis ce livre, on a eu l'occasion d'en parler dans différents événements, de continuer de réfléchir sur ces questions dans nos recherches respectives. Et donc, cette question de la migration des plantes, elle a continué de cheminer dans nos têtes. Et donc, ce dont on va vous parler ce soir, c'est plus que l'objet du livre, le fruit de ces cheminements, de ces migrations du livre aussi. Et justement, on est assez heureuse, ça c'est une petite parenthèse, mais on vient d'apprendre en début de semaine que ce dont on va vous parler ce soir, qui est vraiment dans la continuité, dans le prolongement du livre, on en a fait un article ensemble et il vient d'être reçu dans un beau journal et du coup on est très contente parce que le journal Hybrida. Voilà. Et ce dont on va vous parler ce soir, donc le titre, c'est La migration des racines, histoire d'alliance entre migrantes humaines et végétales. Alors on va évidemment expliquer, mais on voulait partir d'une citation du poète Aimé Césaire, qui est un poète martiniquais que peut-être vous connaissez, une citation qu'on aime beaucoup, dans laquelle Aimé Césaire dit « Reprenons l'utile chemin patient, plus bas que les racines, le chemin de la graine. » Et il me semble que ce que dit cette phrase avec ces mots poétiques, c'est que on ne peut pas penser les racines sans penser en même temps la graine qui voyage. Et donc penser l'enracinement, c'est forcément en même temps penser la migration. Et là, il nous parle de chemin aussi, donc de tout un cheminement. Donc il y a là déjà une manière de mettre en mouvement notre réflexion sur la migration des plantes. Donc ce dont on va vous parler ce soir, c'est de racines et d'enracinement, et aussi de migration, puisqu'on va voir qu'on ne peut pas parler de racines et d'enracinement sans parler aussi de migration. Et notre approche, c'est d'essayer de penser ces questions depuis les plantes, aux côtés des plantes et aux côtés de leurs alliés. Alors évidemment, dans nos imaginaires, quand on pense à la racine tout de suite ça fait symbole, on met souvent une majuscule à ce mot. C'est un mot qui a une portée, une image qui a une portée symbolique vertigineuse, souvent encombrante. Oh pardon, j'ai oublié. Ah oui, voilà. Donc sur la portée symbolique de la racine, Emmanuel Ecocha écrit « Dans le discours ordinaire comme dans la littérature et les arts, les racines sont souvent l'emblème et l'allégorie de tout ce qu'il y a de plus fondamental et originaire, de ce qui est obstinément stable et solide. » Donc quand on pense à la plante, on pense à la racine, et la racine, ça évoque l'origine, le sol, le territoire, l'identité, la nation et finalement l'être dans ce qu'il a de plus fondamental. Et donc ce qu'on aimerait faire aujourd'hui, en cheminant avec la littérature, avec les arts, avec les sciences du vivant et avec les sciences sociales,
c'est essayer de questionner l'évidence de cette symbolique de la racine et de la complexifier. Et pour cela, on aimerait sortir un instant de la métaphore, cette métaphore de l'enracinement de la racine, et repartir de celles qui sont en propre les êtres de la racine, c'est-à-dire les plantes, pour se demander qu'est-ce que les plantes ont à nous dire de la racine et de l'enracinement, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire de la migration, de l'appartenance et de l'origine. Et justement, la vie végétale, elle nous enseigne qu'on ne peut pas vraiment penser séparément, comme disait Marion, enracinement et migration, ce qu'on a même appelé les transmigrations des plantes, en partant vraiment de ce paradoxe que malgré et avec leurs racines, les plantes ne cessent de migrer. Et à ce paradoxe entre mouvement et fixité, qui est vraiment au cœur de la vie végétale, s'ajoute aussi le caractère foncièrement transspécifique de la migration des plantes. Deux mots sur ce mot transspécifique qu'on a forgé ensemble, même si on le fait un peu à droite et à gauche, mais aussi pour cette communication et pour cet article. Donc souvent, on va entendre parler de interspécifique ou de interespèce ou de multispécifique, par exemple, pour penser justement les relations entre les animaux, les plantes, les humains, là où on se lit. Mais nous, justement, on s'est dit que ça serait intéressant de faire appel à ce préfixe trans pour plusieurs raisons. Pour tout ce qui convoque, pour tout ce qui charrie. D'abord, parce qu'il veut dire étymologiquement, à la racine, quelque part, au-delà. Que le trans, ça nous porte au-delà de quelque chose. Et en cela, il connote en même temps la limite par exemple entre les espèces, ce qui nous différencie des plantes, mais aussi son dépassement, aussi là où on se mélange, aussi là où on se rencontre. Et on s'est dit aussi qu'il renvoie à ce qui traverse, qui permet d'interroger les frontières, qu'elles soient géographiques, que ce soit des frontières entre les pays, mais aussi qu'elles soient identitaires, entre cultures, qu'elles soient langagières, puisque nous aussi on réfléchit à ça en littéraire, qu'elles soient ontologiques, c'est-à-dire des différences, par exemple, il y a une différence ontologique, une différence d'existence qui nous sépare des plantes, c'est un autre type d'être, on est d'autres types d'êtres. Voilà. Donc justement, on a pensé utiliser ce préfixe trans pour réfléchir aux frontières dans un esprit un peu de transgression. Aussi dans l'idée parfois de les transgresser, pas toujours. Voilà. Et puis justement, il invite quelque part à penser au-delà des catégories comme celle de l'espèce, pour aussi penser là où les espèces se mélangent et aux circulations qui se font à ces différentes frontières qui sont aussi la frontière entre la matière et l'esprit. Marion a parlé justement de sortir de la métaphore pour aller dans quelque chose de plus littéral, mais on interroge en même temps les êtres que sont les plantes, mais aussi toutes les histoires et toutes les images qui les entourent. Voilà. Est-ce que tu peux changer ? Donc bon, ça c'était une petite aparté sur ce mot de transspécifique. Mais pourquoi est-ce que je dis que la migration des plantes, que c'est un phénomène transspécifique ? Et bien simplement que justement, à ce fait étonnant que les plantes migrent, il y a une question qu'on va beaucoup plus approfondir un peu par la suite avec Marion, mais qu'en fait les plantes, elles ne peuvent migrer qu'en se mettant en relation avec des animaux, avec des oiseaux, que ça peut être aussi avec les éléments, avec le vent par exemple, et que dans une espèce de sociabilité qui se fait justement au contact d'être mobile, d'être animé, ou de dynamisme qu'elle migre. Voilà, donc là j'ai réuni quelques-unes des questions de départ qui vont nous diriger. Donc on se demande, comme vous pouvez le lire, de quelle manière est-ce que les plantes migrantes, mais aussi les gestes théoriques ou artistiques qui s'en saisissent, renouvellent-ils les imaginaires politiques, mais aussi poétiques de l'enracinement et de la migration ? Aussi, à partir justement de ce constat que les migrations végétales elles sont transspécifiques, si les migrations végétales ne se font jamais seules, quel compagnonnage et quelles alliances s'inventent à leur côté? Comment est-ce que les penser? Et enfin, comment les relations qui se créent entre les plantes vagabondes et les migratrices humaines
font-elles migrer les racines sur la terre et aussi dans les esprits. Voilà. Donc, en partant vraiment à partir de notre livre qu'on vous a présenté au début, on va cheminer notamment avec le philosophe Emmanuel Ecochia, les écrivains Patrick Chamoiseau et Kossi Efui, pour vous proposer dans un premier temps d'éclairer comment est-ce que les plantes plaident pour une autre idée de la racine et de penser les migrations végétales au sein des transmigrations planétaires. Et ensuite, à travers l'œuvre artistique, paysagère, mais aussi botanique de Liliana Mota, on va se plonger dans une histoire particulière de réenracinement qui est en même temps une histoire d'alliance et d'amitié avec des plantes vagabondes. Alors, c'est vrai que quand on pense aux plantes, on se dit que les plantes arrimées au sol par leurs racines, elles semblent incarner au sein du vivant l'immobilité. Et pourtant, et avant même qu'on parle de migration végétale, les plantes, si on se penche sur elles avec attention, elles complexifient nos représentations même de la racine. Déjà, les plantes, c'est pas les racines qui définissent en propre les plantes, puisque dans l'histoire de la vie végétale, comme nous le rappelle Emmanuel Ecochia, les racines sont arrivées très tardivement. Pendant des millions d'années, les plantes se sont passées d'elles dans la mer comme sur la terre. Donc déjà, ça n'est pas la racine qui définit la plante. Et aussi, des plantes aujourd'hui sont dépourvues de racines, si on pense au gui, ou s'en débarrassent parfois provisoirement, si on pense par exemple aux fameuses roses de Jéricho, dont on voit des images où on les voit se déplacer dans le désert, comme ça, tourner. Par ailleurs, et c'est toujours Emmanuel Ecochia, ce philosophe des plantes, qui le dit, les racines ne sont pas vraiment un instrument de distinction ou d'isolement pour les plantes, mais au contraire un formidable agent de communication, un espèce de réseau social, une forme d'élan vers le monde. Et il écrit: c'est à travers le système racinaire, en effet, qu'une plante acquiert la majorité des informations sur son état et celui du milieu dans lequel elle est immergée. C'est encore à travers les racines qu'elle entre en contact avec les autres individus limitrophes et gère collectivement les risques et les difficultés de la vie souterraine. Donc, on voit que si on se penche sur les racines des plantes, elles invitent plutôt aux histoires d'alliance qu'aux récits nationaux et identitaires. Et on va y revenir. Et surtout, le fait que les plantes aient des racines ne les a jamais empêchées de migrer. Puisque comme les autres vivants, les plantes, elles aussi, se déplacent selon leur mode propre et leur temporalité propre. Et donc on peut dire déjà qu'à l'échelle individuelle, les plantes ont cette double singularité au sein du vivant. D'abord, de ne voyager, on pourrait dire, que dans l'enfance, puisque la plante voyage quand elle est graine ou quand elle est pollen. Donc ça, c'est une première singularité. Et deuxièmement, on pourrait dire que la plante ne voyage que accompagnée, comme l'a dit déjà Bronwyn. La plante, pour migrer, elle a besoin du concours de l'oiseau. La graine va se mettre dans le pelage du loup. Elle va être voyagée par les vents, par les eaux ou par ce grand migrateur qu'est l'être humain. Donc plus que voyageuse, on pourrait dire que la plante, elle est voyagée. C'est Marianne Roussier-Dulac qui, dans notre livre, emploie cette expression de plante voyagée. C'est-à-dire que son mouvement est toujours le résultat d'une relation et se fait toujours à travers l'autre. Donc ça, c'est à l'échelle de l'individu. Et maintenant, à l'échelle de l'espèce, les plantes migrent aussi comme l'ensemble du vivant, comme les humains, comme les autres animaux. Elles migrent avec leur milieu, au gré des évolutions et des perturbations du climat. C'est quelque chose que rappelle Jacques Tassin, donc l'écologue Jacques Tassin, dans son livre « La Grande Invasion ». Alors que même les êtres de la racine, que sont les plantes, migrent, cette vérité toute simple, elle a, on trouve, une portée politique et poétique prodigieuse. Et c'est quelque chose qui a suscité depuis une vingtaine d'années beaucoup de pensées, de textes.
cette question de la migration des plantes, puisque dans le domaine aussi bien des sciences humaines et sociales que des arts, que de la botanique ou des pratiques paysagères, on a aujourd'hui tout un foisonnement de propositions qui essayent de penser, raconter, écrire les mouvements des plantes. Et on donne ici un petit aperçu de l'actualité en quelque sorte de cette question dans le champ contemporain. Et sur la question des plantes qui migrent, il y a en particulier le sujet des plantes dites envahissantes qui suscite beaucoup de discussions et de débats aujourd'hui. Et il y a aujourd'hui beaucoup de travaux qui, sans nier les perturbations que peuvent parfois causer les plantes envahissantes dans certains milieux, essayent un peu de complexifier notre rapport aux plantes dites envahissantes en montrant notamment que ce sont des objets culturels et souvent le miroir des sociétés dans lesquelles elles viennent s'installer, et notamment dans beaucoup de sociétés, les plantes, elles sont miroirs parce qu'elles viennent surtout pointer les dévastations humaines, elles s'installent là où l'humain a détruit la terre, et elles sont miroirs aussi parce que elles sont le miroir de nos propres peurs, de nos propres rejets, parfois de ce qui vient d'ailleurs. Alors, dans cette constellation de propositions qui aujourd'hui essayent de penser le mouvement végétal, ce mouvement des plantes, il se dit dans une constellation de mots, d'images et d'expressions qui sont jamais neutres. Certaines viennent exprimer les violences, y compris coloniales, donc le mot de transplantation, le mot de déracinement. D'autres mots viennent exprimer une forme d'inquiétude ou de rejet. Quand on parle de plantes invasives ou envahissantes, c'est évidemment pas neutre. Si on parle de prolifération ou de peste végétale, il y a aussi des mots qui viennent plus exprimer les mélanges, les alliances, les résistances, comme le mot de brassage planétaire, donc ça c'est une expression de Gilles Clément, l'expression de plantes voyagées, ou les mots de soulèvement terrestre ou de sympoïèse, donc ça c'est, on pourra revenir sur ces mots si vous voulez dans la discussion. Et puis il y a des mots qui vont plutôt célébrer la liberté végétale, l'indiscipline végétale ou sa créativité, comme l'expression de plante du chaos de Thierry Thévenin, l'expression de plante vagabonde, ça c'est encore Gilles Clément, ou de tiers paysage. Alors pourquoi mettre en avant en particulier ce mot de migration? C'est le choix qu'on fait dans ce livre, Les migrations des plantes. Ce mot de migration pour parler des plantes, il est très visible aujourd'hui sur la scène contemporaine, mais il a aussi une histoire puisque en fait cette expression de migration des plantes, elle apparaît dès le 19e siècle, et c'est le naturaliste et voyageur prussien Alexander von Humboldt qui l'emploie pour la première fois au 19e siècle. Et il va inspirer en langue française, la première occurrence en langue française, c'est Chateaubriand qui l'emploie. Donc dans le génie du christianisme, il y a un chapitre qui s'intitule Des plantes et de leur migration. Et je vous en lis un extrait dans le style romantique de Chateaubriand, et c'est très beau. En s'élevant dans les airs et sur le sommet des monts, on dirait que les plantes empruntent quelque chose du ciel dont elles se rapprochent. Le narcisse livre au ruisseau sa race virginale. La violette confie au zéphyr sa modeste postérité. Une abeille cueille du miel de fleur en fleur et, sans le savoir, féconde toute une prairie. Un papillon porte un peuple entier sur son aile. La loi des migrations se reproduit dans un règne qui semblait dépourvu de toute faculté de se mouvoir. Tantôt c'est la graine ou le fruit, tantôt c'est une portion de la plante ou même la plante entière qui voyage. Donc ce qui est beau et étonnant dans cette citation de Chateaubriand, c'est qu'il nous montre que les plantes sont aussi des êtres du ciel autant que de la terre. D'une certaine manière, les plantes jardinent aussi le ciel. On sait que les plantes, c'est elles qui communiquent au monde son souffle, puisque c'est elles qui nous permettent de respirer. Ce sont elles aussi qui transforment l'énergie solaire en vie par le mécanisme de la photosynthèse.
Et tout autant qu'aux humains ou qu'aux animaux, elle s'associe volontiers aux êtres les plus volatiles pour migrer, donc aux abeilles, aux papillons, aux oiseaux, au vent. Donc elles ont quelque chose de céleste autant que de terrestre. Et Emanuele Coccia, toujours ce philosophe des plantes, a cette belle expression pour parler des plantes. Il en parle comme des êtres amphibies, puisqu'elles sont en élan à la fois vers le ciel et vers la terre en même temps. Donc je reviens sur ce mot de migration. Donc on a vu qu'il a une histoire. Alors évidemment, les plantes, elles ne migrent pas comme migrent les humains, comme migrent les oiseaux, les rennes ou les saumons. Mais la valeur de ce mot de migration pour parler des plantes, il est plutôt dans les imaginaires qu'il permet de convoquer ou dans ce qu'il permet de penser, de dénoncer ou de soutenir. Et déjà parce qu'il permet d'éclairer et d'alerter sur l'espèce de collusion ou les points de contact entre la xénophobie ou le racisme et ce qu'on peut appeler une forme de bioxénophobie, c'est-à-dire une espèce de peur ou de rejet des plantes venues d'ailleurs. Parce qu'on voit que ce sont souvent les mêmes mots qui circulent des plantes aux humains quand on parle de grands remplacements ou d'invasions. Voilà des mots qu'on entend malheureusement beaucoup circuler. Ce sont des mots qui circulent de la plante à l'humain. Donc ce mot de migration, il permet aussi de montrer que la migration finalement ça se conjugue toujours au pluriel, que toute migration est une co-migration, que la migration est un phénomène multispécifique et transspécifique. On veut faire résonner ce mot de trans. Donc puisque de même que les plantes ne peuvent migrer qu'à travers l'autre, qu'à travers les éléments, à travers les oiseaux, avec l'humain, de même, les humains migrent en emportant avec eux, volontairement ou involontairement, des bêtes et des plantes. Et finalement, sur la Terre, tous les vivants migrent, mais aussi font migrer, migrent d'autres vivants et sont migrés par eux. Emanuele Coccia a cette image, il dit qu'on est tous comme une espèce d'arche de Noé. Tous les êtres sont des formes d'arches de Noé qui transportent ailleurs la vie et d'autres vies. Et finalement, ce mot de migration, pour parler des plantes, il vient soutenir, il permet finalement de réinscrire les migrations humaines au sein des migrations plus vastes des vivants et de penser finalement la migration à l'échelle planétaire. Alors, c'est pas pour rabattre l'humain sur le biologique ou pour effacer les facteurs politiques, sociaux, économiques ou intimes des migrations humaines, c'est pas le but, mais ça permet de susciter d'autres imaginaires de la migration. Puisque finalement, se dire que même les êtres de la racine migrent, voilà qui invite à redéfinir le vivant, non pas par la nation, le sol ou le territoire, mais bien par sa capacité à migrer. C'est notre capacité à migrer, c'est la capacité à migrer qui fait la vie. Et finalement, envisagée à l'échelle planétaire et multispécifique, la migration n'est plus perçue comme le symptôme d'une crise ou quelque chose qu'il faudrait endiguer à toute force, mais bien comme une puissance créatrice primordiale au sein du vivant. Donc je donne un petit aperçu de penseurs ou d'écrivains, d'écrivains en l'occurrence, qui ont pensé cette migration à l'échelle planétaire. Donc il y a évidemment le paysagiste et philosophe Gilles Clément, que peut-être certaines d'entre vous connaissent, et qui a pensé cette notion de jardin planétaire. Et je lis une citation de Gilles Clément qui est dans la préface de notre livre. Il écrit « La notion de native, aujourd'hui sacralisée, n'a aucun sens biologique. Il s'agit d'une relation à un territoire où l'espèce est repérée, c'est tout. Sauf si l'on entend que ce territoire où elle est née s'appelle la biosphère, petit espace privilégié enrobant la planète Terre. Les espèces que nous avons sous les yeux, auxquelles nous sommes habitués et que nous nommons naïvement locales, n'étaient pas là avant leur arrivée. On peut appliquer le terme de native du jardin planétaire à la totalité des espèces végétales en présence sur la Terre et les laisser vivre comme elles l'entendent par simple opportunisme
biologique. Et je pense aussi, pour cette échelle planétaire, à l'écrivain martiniquais Patrick Chamoiseau, donc que peut-être certains ou certaines d'entre vous connaissent, Patrick Chamoiseau, qui dans son imaginaire littéraire ne cesse de penser la migration à l'échelle planétaire et à l'échelle transspécifique. Et j'en donne deux exemples. Il a écrit un roman qui s'appelle Les 9 consciences du mal fini. Tu peux changer de slide, oui. Et donc dans Les 9 consciences du mal fini, c'est une sorte de fable écologique, une espèce d'utopie écologique qui est écrite du point de vue des oiseaux. Et dans cette fable, ça se passe sur un territoire dévasté qui, en fait, c'est la Martinique, mais ça n'est pas dit comme ça. La Martinique dévastée par le chlordécone, donc ce pesticide qui a été utilisé dans les bananeraies. Et pour réparer cette terre dévastée, abîmée par l'humain, les oiseaux vont entreprendre de s'allier avec les graines. Les oiseaux migrateurs et les graines migratrices vont s'allier pour réparer la terre. Donc les oiseaux vont se mettre à voyager, à faire migrer des graines et des graines et des graines pour réparer cette terre dévastée. Donc évidemment c'est une fable, mais ce que ça vient nous dire, c'est que la migration est une force de réparation et de transformation du monde. Et un autre exemple chez Patrick Chamoiseau, vous avez peut-être eu l'occasion d'entendre parler de son essai Frères migrants, donc qu'il a publié en 2017, donc après ce qu'on a appelé en 2015 la crise migratoire. Et donc c'est un espèce de manifeste poétique et politique en faveur de l'ouverture des frontières, en faveur des migrations. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce livre qui parle de migration humaine, Patrick Chamoiseau ne cesse d'élargir la focale et de parler depuis la perspective des migrations du vivant. C'est depuis cette perspective-là qu'il entreprend d'essayer de transformer nos imaginaires de la migration. Et je cite une citation qui est devenue l'épigraphe de notre livre. Il écrit « Il n'est vie sans mouvement, vitalité sans migrance, migrance physico-chimique, migrance stellaire, migrance des gènes, migrance des corps, migrance des esprits et de l'idée de vivre, migrance refondatrice de nos imaginaires. » Et alors donc, on a travaillé ce mot de migration, mais aujourd'hui on voulait aussi vous faire entendre un mot avec lequel on a essayé de penser, qui est le mot de transmigration. Donc avec cet ajout du préfixe trans, à nouveau c'est Emmanuel Ecochea, ce philosophe de la vie des plantes, qui emploie notamment ce mot. Et donc ce mot de transmigration, il permet de faire entendre, encore une fois, cette dimension transspécifique et transcorporelle des migrations planétaires. Et il invite ainsi à explorer aussi la richesse de ce qui s'invente entre les espaces, entre les êtres, entre co-migrants, humains, animaux ou végétaux. Et on va y revenir avec Bronwyn tout à l'heure. Et ce mot de transmigration, c'est aussi un synonyme de réincarnation. Historiquement, la transmigration, ça veut dire métampsychose ou réincarnation. Et donc ça permet de mettre en avant aussi un autre sens de la migration, non pas au sens géographique de migration ou mouvement dans l'espace, mais au sens de métamorphose, puisque ça vient dire finalement le mouvement de la vie même qui se transforme de forme en forme ou de corps en corps. Puisque après notre mort, les atomes qui nous constituent, mais aussi, on pourrait dire, nos pensées, nos histoires, nos souvenirs, seront portés, migrés par d'autres corps, d'autres vies, et continueront finalement à vivre et à migrer à travers eux. C'est ça que dit aussi la transmigration. Et ce mot de transmigration, il est aussi donné à résonner par un écrivain que j'aime beaucoup et sur lequel j'ai travaillé dans ma thèse, qui s'appelle Kossi Efui, qui est un écrivain togolais qui est exilé à Nantes, donc qui vit à Nantes depuis les années 1990. Donc qui a beaucoup pensé les questions de migration et qui fait sonner ce mot de transmigration, notamment dans ses romans. Il nous amène souvent à envisager le point de vue de cet autre grand migrateur qu'est l'oiseau, et il nous donne à voir un autre récit de la Terre et des origines de la Terre depuis
le point de vue de l'oiseau migrateur. Et là, je vous lis un extrait magnifique où on a ce point de vue. Les oiseaux savaient, avant les hommes, qu'il y avait, d'une crête à l'autre des continents séparés, des végétations jumelles et des hommes avoisinants, et qu'on pourrait presque s'échanger des territoires et rêver que c'était la même terre qui se continuait. Seuls les oiseaux, qui n'avaient jamais cessé de passer d'une lisière à l'autre des terres et des mers, qui savaient du ciel qu'il était immense et vide, les oiseaux qui avaient vu de tout temps, depuis le vide du ciel, depuis le vide éclaté des continents, depuis la dérive des origines, la forme d'une terre à peu près ronde, seuls les oiseaux rappellent encore, avec le tracé migratoire de leur écriture labile, que les hommes sont habitants de l'espace, que les racines de l'homme sont aériennes, de quelque côté que son sommeil ou ses pieds le reposent, qu'il ne reste rien de l'origine éclatée des continents, qu'il ne reste rien d'aucune origine, sinon la trace volatile des transmigrations. Ce qui est très beau, je trouve, dans ce texte, c'est que Kosciuszko va inverser le haut et le bas puisqu'il va projeter les racines en plein ciel. Dans une autre version de ce récit des migrateurs, puisqu'il y en a plusieurs versions, il dit même les racines de la terre sont aériennes. Donc il va projeter les racines en plein ciel. Et finalement, dans ces différents récits qui sont comme des nouveaux récits de Genèse, écrits du point de vue de Genèse de la Terre, écrits du point de vue des oiseaux, ce qu'il nous dit, c'est que l'origine, c'est en définitive toujours introuvable, invisible. Et aussi loin que l'on remonte, il n'y a rien sinon d'autres migrations et encore d'autres migrations. Et finalement, c'est la migration qui devient le premier élément de création du monde que rien ne précède. Donc c'est comme si Kosciuszko réécrivait la Genèse en nous disant au commencement n'était ni la terre ni le ciel, ni la terre ni le ciel, mais la trace volatile d'incessante transmigration. Voilà, donc ce qu'on a essayé de montrer jusque-là, c'est que réinscrire les plantes dans ce vaste récit des transmigrations planétaires, c'est remettre en mouvement notre imaginaire de la racine, c'est repenser notre imaginaire de la racine. Et on a vu aussi avec les plantes que la migration est toujours le fruit d'une relation, qu'elle est transspécifique, et voilà qui invite dès lors à raconter des histoires d'alliance qui s'inventent entre co-migrantes humaines et végétales. Et là je passe la parole à Bronwyn. Merci beaucoup. Et justement, les deux co-migrantes avec qui nous allons penser dans le temps qui nous reste ensemble là, c'est Liliana Motta, une artiste franco-argentin qui habite en France depuis très longtemps maintenant, et la renouée du Japon, un arbuste que vous connaissez sûrement, qu'on voit le long des routes, des voiries, qu'on voit un peu partout. Qui est considérée comme espèce exotique invasive, qui fait l'objet d'arrêtés d'éradication dans certaines municipalités, dans certains pays. Voilà, c'est auprès de ces deux migrantes qu'on va penser. Justement, et je vais aussi m'appuyer sur tout ce renouvellement des imaginaires que Marion vient de poser. Et justement, Liliana Motta, donc qu'on voit là, c'est une image qui date des années 1900, oui c'est ça, 90. Comme on voit à l'écran, là, elle se trouve dans son jardin des Hautes-Haies, dans la Sarthe, où elle vit toujours, elle fait des allers-retours à Paris. Et elle raconte dans toute son œuvre, qui est une œuvre en même temps artistique, mais c'est aussi une paysagère. Elle a enseigné à l'école de paysage de Versailles. Elle a aussi fait des études de botanique, donc elle travaille entre botanique, paysage et beaucoup photographie et art. Elle raconte dans toute cette œuvre, dans ses articles, dans différentes interventions, sa première rencontre avec la renouée du Japon.
Et justement, elles ont fait le récit dans le texte qu'on voit là, et qui est extrait, encore une fois, du livre qu'on a dirigé avec Marion. Et elle nous a raconté: j'étais dans la Nièvre, où tous les pavillons sont entourés de haies de thuya taillées en forme de mur. Et il y avait là une maison dont la haie était faite avec une renouée, Falopia sakalinensis, et qui était magnifique. Elle était en fleurs, j'avais jamais vu un truc pareil, avec ses énormes feuilles. Évidemment, ça pouvait rappeler des choses de mon enfance, des plantes du jardin de ma grand-mère. On a tous un souvenir attaché aux végétaux de son enfance, des odeurs, des formes, des couleurs. Alors justement, on voit dans cette rencontre entre femmes renouées, on voit que d'abord il y a un choc de beauté. Et que dans ce moment, dans cette rencontre sensible, dans ce choc de beauté, il y a un drôle de phénomène qui se produit, parce que justement, ce contact sensible avec la renouée la renvoie au jardin de sa grand-mère. Donc on peut imaginer en Argentine, et ce faisant, greffe ce territoire nouveau au territoire ancien, là d'où elle vient, là d'où quelque part elle a été déracinée, là d'où elle est partie, et les mélange justement dans la rencontre avec la renouée. Et elle poursuit un peu son récit en disant, donc là vous verrez, vous avez encore le texte à l'écran, et vous avez aussi à l'écran une image qui est donc de Liliana Mota, où on voit la renouée du Japon, et puis voilà. Elle écrit: j'ai demandé au voisin comment s'appelait cette plante et il m'a dit « c'est une saloperie ». J'étais très étonnée de cette qualification et je me suis complètement identifiée à elle. Je me suis dit « je suis comme elle, débordante moi aussi ». Et c'est grâce à cette plante que j'ai commencé la botanique. C'est cette saloperie qui m'a fait reprendre des études. J'ai commencé des cours de botanique au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris et à l'Université Pierre et Marie Curie. Je voulais absolument savoir comment la plante s'appelait, puisque saloperie parlait de la relation que les humains avaient avec elle, mais c'était évidemment pas son nom. Donc après le choc de beauté, justement, on voit un deuxième mouvement, un mouvement d'identification de l'artiste, de la femme à la plante, à cette plante qui est par ailleurs mal aimée, et sûrement dans plein de cas pour des bonnes raisons. Mais on voit que justement, elle s'identifie à elle, non pas parce qu'elle aurait en partage une origine géographique. La renouée du Japon, elle est arrivée en Europe par la Hollande au 19e siècle, mais ça c'est une autre histoire. Et elle est venue, comme on peut l'imaginer, en lisant son nom, du Japon. Et Liliana Mota arrive de l'Argentine. Donc elle s'identifie à elle, non pas parce qu'elle vient du même endroit, mais parce qu'elles seraient toutes les deux des saloperies qui débordent du cadre, quoi. Et justement, par ce mouvement d'identification, elle invente une forme de parenté. Parenté au sens de lien, de quelque chose qui les lie, de quelque chose qui fait qu'elle serait proche, qui rappelle justement un slogan qui est scandé par la célèbre philosophe et théoriste critique Donna Haraway, et qui se traduit en français par « faites des parents, pas des enfants ». En anglais, on dit « make Ken, not babies ». Donc ça aussi, il y a toute une histoire derrière ce slogan, qui justement, on voit à l'écran une image, c'est un autocollant aux États-Unis, et notamment dans des États comme la Californie, on colle beaucoup d'autocollants sur nos voitures pour énoncer nos idées politiques, etc. Donc là, on peut deviner dans ce slogan peut-être un engagement non contre des politiques natalistes, avec des soucis écologiques notamment en tête, tout en sachant que bien sûr Donna Haraway respecte le droit de toute femme de porter au monde un enfant si elle veut, mais encore une fois c'est une autre histoire ça. Surtout, ce qui m'importe là, c'est le make Ken, c'est le faire des parents. Et c'est ce slogan-là que Haraway, elle l'explique un peu dans son livre de 2016, qui a été traduit en français en 2020, sous le titre « Vivre avec le trouble ». Et elle écrit « Créer de la parenté et la reconnaître,
Voilà peut-être la chose la plus difficile et la plus urgente que nous ayons à faire. Et justement, on va voir un peu plus avec Liliana Mota, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire créer de la parenté, donc créer des liens de parenté avec des gens, non seulement en dehors de sa famille biologique, mais aussi peut-être même en dehors de son espèce. Dans le cas de, si on crée de la famille par exemple, ou de la parenté avec des renoués du Japon. Alors justement, si on passe à la suite, dans le cas de Mota, c'est en reconnaissant sa parenté ou sa proximité avec la renouée du Japon qu'elle commence à créer une forme de parenté, une œuvre qu'elle poursuit depuis de jardin en photographie, ça l'occupe depuis des décennies maintenant. Et elle donne justement à voir comment les indisciplines végétales peuvent se conjuguer avec les indisciplines humaines et se conforter en conjuguant appartenance et émancipation. Donc si on lit justement, c'est toujours la suite de son récit de la rencontre de la renouée, là, mais à un troisième moment, elle écrit « Je voulais voir si, d'un point de vue biologique, elle voulait voir ça en reprenant ses études, il y avait quelque chose qui la différenciait des autres plantes qui n'étaient pas une saloperie. Évidemment, il n'y avait rien. Mais la renouée a dirigé mes recherches et ma vie pendant une dizaine d'années. Là, j'ai souligné en gras parce que c'est un passage assez important pour notre argument. J'ai commencé à l'époque à réunir une famille de Polygonacées autour d'elle. Les Polygonacées, c'est donc la famille botanique de la renouée du Japon. C'est devenu ma famille botanique, la famille que je n'avais plus ici. À travers elle, j'ai reconstitué ici une famille d'adoption avec des racines. J'ai créé dans la Sarthe un conservatoire des renouées qui a été classé collection nationale par le Conservatoire des collections végétales et spécialisées en 1999. Alors justement, à travers ce geste quelque peu irrévérencieux, de collecter avec soin une classe de plantes déconsidérées, ou on peut dire mal aimées, elle a non seulement cherché peut-être à renverser le stigmate qui pèse sur un végétal incontrôlable, mais aussi sur une femme qui déborde, elle a aussi créé une famille botanique. Et justement, on peut le voir ici, Mota, elle joue du vocabulaire linien qui organise les similitudes et affinités entre plantes dans la catégorie famille qui a quelques degrés de généralité au-dessus de celle de l'espèce. Mais elle trouve aussi, et on peut passer à la suite, ainsi, ce faisant, elle trouve le chemin d'un certain enracinement. C'est pas qu'une famille, c'est aussi une famille avec des racines. Par l'alliance avec une plante qui est aussi venue d'ailleurs et dont les racines sont en migration constante. Ça fait partie des raisons pourquoi c'est une saloperie. Parce que ces racines rhizomiques n'arrêtent pas justement de migrer et de la propager un peu partout. Alors elle écrit ailleurs, ça c'est pas dans notre livre, c'est dans un article qu'elle a écrit dans un numéro des Carnets du paysage en 2014. Elle écrit, Mota, « Mon histoire est celle de quelqu'un qui n'est pas d'ici et qui cherche à avoir aussi, comme les autres, des racines. C'est la rencontre avec une plante qui m'a permis de faire le lien entre moi et les autres. Ma famille d'adoption est une famille botanique. J'aime jardiner ma famille. » dit Liliana Mota. Et justement, on peut voir ici que dans cet enracinement qu'elle imagine et qu'elle fabrique dans son art et de par son geste, c'est une parenté fabriquée, c'est une parenté qui n'existait pas avant, qu'elle fabrique de par son activité artistique, mais aussi botanique et jardinière. On voit que c'est toujours c'est un enracinement ou une appartenance qui passe par la filiation, mais une filiation qui sort d'une logique d'héritage génétique. Et qu'il s'agit plutôt d'un genre de parenté autre, créé par la rencontre sensorielle et émotive, par le choc de beauté et par l'identification, puis par une activité de collecte affective, là où elle a justement réuni cette famille de Polygonacées, qui s'apparente presque à une forme d'adoption,
comme si la collecte botanique devenait une forme d'adoption, de réunir autour d'elle ces plantes. Et du coup, on voit justement, si on essaie de tirer un peu des conclusions de tout ça pour des sujets qui nous intéressent, ce qu'on a fait un peu en chemin, mais si on fait le point, on voit dans ce parcours intime et artistique de Liliana Mota un parcours qui est celui d'une migrante, d'une déracinée, qui, en se réenracinant, ne cesse pas de migrer pour autant, puisque son réenracinement passe par sa nouvelle parenté avec une plante dont les racines rhizomiques, comme je l'ai dit avant, la font migrer en permanence. Il y a quelque chose du mouvement qui reste justement, et ce faisant, ce parcours renouvelle l'imaginaire de l'enracinement de plusieurs manières, j'ai l'impression. D'abord, il le rend davantage électif, ça devient plus un choix. Elle n'est pas enracinée parce qu'elle vient de quelque part, de par la loterie de sa naissance, qui peut être aussi une forme d'enracinement, une belle forme d'enracinement, mais c'est un enracinement qu'elle crée, qu'elle choisit, et qui est davantage horizontal que vertical. C'est pas quelque chose qui lui vient d'une lignée qui était là avant elle, c'est quelque chose qui se crée en tendant la main à une plante dans une haie qui se trouvait à côté. Il se fait par la rencontre, par la relation, par l'affinité. Et ces relations deviennent, sont vectrices quelque part d'une appartenance à la terre qu'elle se crée, qu'elle n'avait pas en arrivant, puisque c'était une terre qu'elle ne connaissait pas et qui lui était pas familière, qu'elle se sentait sans justement cet entourage. Ensuite, deuxième point, c'est en sa qualité de saloperie, celle de la renouée, qui tient tout particulièrement à l'aptitude de ses racines coriaces à se propager, même quand on essaie de les déraciner, quand on essaie de les arracher, à se propager, à la faire migrer l'arbuste, un peu par saut de puce, etc. La renouée, elle est l'alliée d'une indiscipline et d'une résistance à l'ordre. Plus on tente de couper ses racines, plus elle repousse. Et telle une hydre végétale quelque part, qui se refuse à être déracinée. Et ainsi, un imaginaire qu'on pourrait dire nationaliste de l'enracinement, qui s'adosserait à l'apparente fixité des racines, où appartenance rime avec assignation territoriale, et se conjuguerait avec un idéal de pureté, excluant celles et ceux qui ne puissent pas leur présence dans une profondeur générationnelle, se mue, se métamorphose dans un sens inclusif et émancipatoire. Et justement, pour finir, dernier point sur ce travail de Liliana Mota, le désir d'appartenance échappe aux enfermements identitaires et aux injonctions, on pourrait dire, d'un ordre patriarcal, et en s'enracinant grâce à leur renouée et en la plaçant au centre de sa vie et de ses recherches, Liliana Mota, elle renverse terme à terme tout un imaginaire poétique et politique qui aurait tendance à les exclure peut-être toutes les deux. Voilà. Et on a oublié de le dire, donc je le dis maintenant, mais un certain nombre des images que vous avez vues dans la présentation sont présentes dans le livre. Donc on ne les commente pas parce qu'elles s'adossent à d'autres propositions, mais ça vous donne un aperçu de aussi la dimension visuelle du livre. Donc ce qu'on a essayé de penser ce soir, c'est de voir ce que ça apportait de faire le détour par la plante, et comment faire le détour par la plante, ça permettait de finalement renouveler, transformer nos imaginaires à la fois de l'enracinement et de la migration. Et d'ouvrir un autre regard finalement sur les vivants migrateurs, qu'ils soient humains ou végétaux. Ce qu'on a vu aussi, c'est que donc les pensées, les propositions, les gestes artistiques avec lesquels on a travaillé rappellent que la migration est au cœur de la vie, au cœur de l'histoire de la Terre, et qu'elle est profondément créatrice. Ces propositions, elles nous disent aussi que la migration est une aventure collective, transspécifique,
et que l'enracinement ou le réenracinement se fait plutôt sous le signe du mélange que de la pureté, sur l'axe horizontal des rencontres, on pourrait dire, plutôt que sur l'axe vertical des généalogies. Et il passe aussi justement par la création de parentés inédites, comme celle qu'on a vue entre une artiste et un arbuste, où des affinités électives prennent le pas sur des assignations territoriales ou identitaires. Et justement, dans le cas de Liliana Mota, on voit dans ses œuvres une relation intime qui se crée avec une plante qui est qualifiée d'envahissante. Et on voit qu'elle y trouve une expression artistique pour justement créer de nouvelles alliances ou de nouveaux types de liens. Et par ces alliances, les migrantes, végétales comme humaines, deviennent parentes et compagnonnes de route quelque part, notamment lorsqu'il s'agit de se relier, comme c'est le cas pour Liliana Mota, à un nouveau paysage. Et pour finir, on voulait ouvrir en faisant écho à un livre qui est paru cette année, dont vous avez peut-être entendu parler, pour ouvrir sur cette question des alliances et des appartenances. C'est un livre de Hélène Gianecchini, ça s'appelle « Un désir démesuré d'amitié ». Et en ce moment, il y a une exposition à Paris, dans le 18e, au Bal, à partir des textes d'Hélène Gianecchini, avec des photographies associées à ces textes. Donc c'est un livre dans lequel Hélène Gianecchini mène une enquête intime et politique pour essayer de comprendre ses appartenances et d'où elle vient. Et elle dit qu'en tant que personne queer et lesbienne, elle réalise que sa famille n'aide pas complètement ou entièrement à comprendre qui elle est et d'où elle vient. Et donc elle a voulu mener une enquête à travers les archives queer, les archives LGBT, pour mieux comprendre ses appartenances, mieux comprendre d'où elle vient et finalement qui elle est. Et elle entreprend, dit-elle, du coup, de s'inventer une famille choisie, une nouvelle famille. Elle dit une filiation qui n'a plus rien à voir avec celle du sang. Elle dit « Alors je me suis créée une autre famille que celle que j'ai déjà, une famille d'un autre genre, élargie et politique, une famille qui me rappelle à quel point nous sommes fortes et menaçantes. » Donc elle va inventer, créer, choisir sa famille, ce qui ne veut pas dire qu'elle renie sa famille biologique, mais qu'elle veut aussi s'adosser à une famille choisie qui ferait comprendre certaines choses, qui l'aident à comprendre qui elle est. Et elle dit de toute façon, les histoires de famille portent bien leur nom, elles sont des fictions auxquelles nous choisissons de croire. Donc on peut bien créer ou inventer sa famille. Et on voulait faire résonner ça, faire écho à ce livre, parce qu'il nous semble que cet univers des transmigrations et ces histoires d'alliance entre femmes et plantes migrantes dont on a parlé, il nous amène dans des espaces voisins de la pensée d'Hélène Gianecchini, donc des espaces où la parenté, la famille se choisit et même se fabrique, s'invente en un sens vraiment créateur et politique et contestataire. Et des espaces aussi où ce préfixe trans, qu'on fait entendre dans transmigration, il essaye de faire une place à ce qui vient s'inventer entre les catégories, entre les assignations et les identités trop étroites. Et on va s'arrêter là et on vous remercie beaucoup pour votre attention. Alors, on ne sait pas comment ça se passe maintenant, j'imagine que s'il y a des questions, des remarques, c'est le moment. À vous écouter et à voir les images que vous avez transmises, moi je suis plus dans le côté humain que plante. J'ai l'impression que vous décriviez l'humain avec les problèmes plus que les plantes. Moi ça me prenait plus d'importance. À chaque fois je voyais à côté l'histoire humaine que l'histoire
de la plante, c'est peut-être les... On voit qu'on peut les lier, c'est intéressant ça, de voir les choses qui changent à ce niveau-là. De trouver qu'on n'est pas tout seul et qu'on a une relation de plus en plus ouverte et qu'on peut faire des liens, c'est de relier un monde, quoi. Mais à chaque fois, je me disais, non, je suis dans la plante, ah non, je ne suis pas dans l'humain, j'avais un petit peu... C'est intéressant, je vous remercie. Mais qui sont les invasifs? Oui, justement, merci beaucoup pour la question. Et je me suis presque dit aussi, en découvrant avec vous ce qu'on a apporté ce soir, parce qu'évidemment, on était déjà au courant de ce qu'on allait vous raconter, mais on le découvre autrement aussi avec d'autres, que justement, beaucoup des passages qu'on a sélectionnés du livre pour partager mettent beaucoup aussi l'emphase sur comment est-ce que ce que les plantes apportent aussi aux imaginaires et aux expériences et aux pratiques humaines de l'enracinement ou de la migration. Et notamment, et je dis ça beaucoup aussi pour le dernier exemple qu'on avait avec Liliana Mota, elle parle beaucoup de ce qu'elle reçoit aussi, même si elle est aussi dans une observation. Mais justement, j'ai l'impression que, et je serais curieuse aussi de savoir ce que tu en penses, Marion, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi, en tout cas dans ce livre, à partir duquel on a aussi parlé, il y a des chapitres où on est placé beaucoup plus à suivre en détail le parcours d'une plante en sa migration. Que ce soit le sénasson jacobé qui prend le train pour aller de Berlin à Paris et justement une étude justement de ce parcours qui prend ses origines dans des friches berlinoises et qui étudie justement les cortèges végétaux qui s'y déploient et ces peuplements justement de plantes spontanées dans les friches. Donc il y a certains écrits, il y a certaines approches où je n'irai pas jusqu'à dire que c'est depuis une perspective végétale, parce que c'est mystérieux que serait cette perspective. Peut-être qu'on peut chercher des manières de s'en approcher, mais en tout cas qui suivent avec beaucoup plus fidèlement ce parcours de plantes. Alors qu'une artiste comme Liliana Mota, mais peut-être aussi comme Patrick Chamoiseau, justement, et c'est un peu exactement comme vous avez dit, parfois on ne sait plus exactement où on est. Peut-être qu'on est du côté humain ou peut-être qu'on est justement dans un entre-deux ou un peu... Il y a comme une indiscipline, certains pourraient les charger d'anthropomorphisme, certains pourraient, mais justement il y a comme, un rapport aux frontières qui dépasse. Oui, et c'est vrai que par ailleurs, et tout à fait dans notre livre, il y a des perspectives qui sont vraiment du point de vue de la plante, qui racontent des parcours de plantes, des perspectives aussi vraiment... depuis les sciences du vivant. Mais ce titre, Les migrations des plantes, en quelque sorte, il est un peu trompeur parce que finalement, parler des migrations des plantes, c'était aussi une manière de parler des migrations humaines. Et notre livre, il veut aussi dire qu'en fait, on ne peut pas parler des migrations des plantes sans parler des humains et sans parler des migrations terrestres. Puisque tout ça se fait ensemble et l'humain est le grand champion de la migration des plantes. C'est lui qui, le plus dans l'histoire, a fait migrer les plantes. Et donc raconter des histoires de migration végétale, c'est forcément raconter aussi une histoire humaine, raconter l'histoire de la colonisation, raconter l'histoire de la mondialisation et du capitalisme globalisé. Donc c'est aussi toute cette histoire-là que raconte la migration des plantes. Donc c'est une manière de déplacer la focale, mais pour aussi parler aussi de nous, avec les plantes. Si je me souviens bien, la renouée s'installe, prospère dans les endroits qui sont très très perturbés et notamment riches en métaux, donc en terre empoisonnée et qui a été en fait complètement bouleversée généralement par nos activités humaines. Donc est-ce que le fait de la traiter de plantes invasives, une saloperie, ça ne permet pas de masquer en fait le fait que si elle s'implante,
là où elle est seule à prospérer, parce que sinon, avec la compétition d'autres plantes, les plantes sont maintenues dans un... elles ne peuvent pas en fait prospérer autant. Est-ce que ça ne permet pas de masquer le fait que justement, eh bien, que la terre est empoisonnée, bouleversée, et que c'est notre faute en fait? On renvoie ça vers la plante. Ça dépend de quel genre de plante. Oui, absolument, c'est très juste, Françoise. Et dans le livre, c'est notamment Thierry Thévenin qui parle de cette question. Thierry Thévenin, donc, auquel on a consacré un entretien avec Liliana Motta. Et Thierry Thévenin nous dit les plantes dites invasives, comme la renouée du Japon, sont souvent des espèces de boucs émissaires. J'ai parlé, elles sont des miroirs de nos sociétés, mais il parle aussi de boucs émissaires parce que, en fait, ce qu'elles montrent, c'est nos destructions à nous, nos dévastations. Elles vont s'implanter là où les humains ont détruit la terre, et donc voilà, nous on va en faire les responsables, mais finalement c'est une manière de déporter la responsabilité de ce qui nous incombe. Et il montre qu'il y a même presque une dimension psychanalytique là-dedans. En fait, on va rejeter la faute sur elle. Et dans l'entretien, c'est très beau parce que il fait vraiment cette démarche de... Comme s'il allait donner la parole à la plante, lui dire mais qu'est-ce qu'elle nous dit, la renouée, si on l'écoute, et si on prend le temps de sortir de cette logique du rejet, de ce réflexe du rejet, qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh bien, elle nous dit que là, on a détruit les sols, et elle nous dit aussi qu'elle est là pour réparer, parce qu'elle va préparer le terrain à d'autres plantes qui viennent ensuite. Oui, justement, et j'ai l'impression que ça ajoute justement à cet argument que tu as énoncé et que tu viens de formuler des plantes dites invasives comme boucs émissaires, le fait qu'on peut réfléchir évidemment en termes de peuplement végétaux, mais que ça pose forcément la question des sols. Et que la renouée du Japon, étant aussi un arbuste qui a poussé dans des terres volcaniques au Japon, s'accommode effectivement de terres qui sont lourdement polluées aux métaux. Et du coup, on peut justement penser à elle aussi comme une espèce sentinelle, qui permet aussi de lire le paysage et de lire un état du sol. Peut-être qu'il y a eu une activité agricole à tel ou tel endroit. On sait que les pollutions, ça peut venir évidemment d'activités industrielles, mais aussi des pollutions au candium, etc., que ça vient aussi de certains fertilisants qui peuvent aussi être déportés dans des corps d'eau, etc. Et que du coup aussi, en portant justement ce regard-là qui centre les sols et la vie des sols, on peut voir justement dans le développement de tel ou tel type de végétaux un état du sol. Et ça peut être, et c'est pas pour dire que certainement que dans certains cas, ça peut être problématique pour d'autres plantes qui poussaient là avant, mais c'est peut-être pas la renouée du Japon en soi qui est problématique pour eux, mais aussi les conditions qui lui sont faites pour se propager. Et après, évidemment, il y a aussi du coup une part d'incertitude sur comment ça va se passer par la suite, parce qu'on peut se dire justement qu'il va y avoir succession écologique, qu'avec cette idée de réparation, qu'il y aura peut-être après justement cette plante coriace qui arrive à vivre dans des sols désolés, que le fait qu'elle y soit, qu'elle soit mellifère, qu'elle fasse venir des abeilles, etc., que ses racines empêchent l'érosion, différentes choses, que ça peut opérer un genre de réparation, et peut-être que ça prépare une suite. Mais là, je ne parle pas spécifiquement du renouée du Japon, mais en tout cas, on a aussi convoqué des auteurs qui soulignaient l'importance de réfléchir au cas par cas dans des localités, que peut-être que dans certains cas, cette succession écologique ne se mettrait pas forcément en place d'une façon mécanique, que ça dépend. Évidemment, on peut avoir des activités de jardinage, évidemment qu'on peut aussi intervenir, ce n'est pas tellement l'argument. Et du coup, il y a aussi des mises en garde, parfois on a une diversité de perspectives sur la question. Je
je voulais juste rappeler une petite exposition qu'il y a eu à Beaubourg il y a 2 ans ou 3 ans, je ne sais pas si vous l'avez vue. C'est-à-dire c'était des artistes et des chercheurs qui avaient prélevé sur des chaussures des voyageurs. Ce sont des choses. Hein? Ce sont des choses. Oui, c'est ça. Voilà, donc, et puis ils avaient planté Mmh. ces graines qu'ils avaient prélevées dans des grandes caisses qui étaient exposées et qui prouvaient qu'il y avait plein de plantes de partout qui arrivaient par les semelles des voyageurs. Vous l'avez vu? Oui. Oui, et justement, je trouve que c'est un bel exemple justement parce que quand on pense migration des plantes aussi, on peut penser à quelque chose d'assez épique, d'un noix de coco qui se balance dans les vagues, ou je ne sais pas, d'une espèce de grande épopée de plantes, mais il y a aussi les petites migrations qui se font un peu au fil du quotidien, et j'ai l'impression que justement des graines déplacées dans une chaussure un peu d'un endroit à l'autre, par exemple l'image où justement on avait elle est où? Ah, elle est là. Là, par exemple, c'est une petite collection de graines qui ont été récoltées dans un champ à Bretigny-sur-Orge par une artiste et metteuse en scène, Jeanne Pelletrich, donc, qui est intervenue lors des rencontres universitaires et artistiques qu'on avait organisées. Et elle avait fait cette récolte de graines et après, justement, elle avait emmené tout le public avec Marine Mann, elles avaient fait ça ensemble en nous enseignant justement le geste de semer. Et elle nous avait invités à semer dans le parc floral de Vincennes ces graines de plantes un peu vagabondes cueillies en bordure de champs à Bretigny. Et justement, ces artistes de la performance, du coup, elles disaient on colonise Vincennes par Bretigny. Donc parfois aussi, on brasse des territoires assez. C'était rien de très méchant, hein, c'était peut-être des coquelicots, mais parfois on peut brasser des territoires qui sont après tout voisins, mais quand même il y a migration. Jacques Tassin justement il dit un peu par saut de puce, des tout petits déplacements. Est-ce qu'on parle de migration de plantes cultivées, du blé, de l'avoine et tout? Là on parlait de plantes dites sauvages, mais celles qui sont cultivées. Et est-ce que vous avez déjà vu une population de paysannes à laquelle vous avez proposé votre conférence, des cultivateurs? C'est vrai que le mot de migration, il peut englober tout un tas de manières de migrer. Et donc il y a ces plantes vagabondes et indisciplinées, celles que Gilles Clément appelle le tiers paysage, donc ces plantes qui vont s'épanouir dans les lieux de friche, les lieux délaissés par l'humain, et voilà, reconstituer des zones de refuge biologiques. Donc il y a ces mouvements vagabonds et libres des plantes, mais les plantes migrent aussi, migrées par l'humain dans beaucoup de cas, dans l'histoire de l'agriculture, de la sédentarisation de l'humain et de la naissance de l'agriculture. C'est aussi une histoire de migration des plantes. L'humain n'a cessé de déplacer des plantes voilà, pour cultiver. Et donc c'est une autre forme de migration qui est conduite par l'humain. Oui, et justement, on n'a pas présenté le livre dans un cadre ou avec un public qui soit majoritairement issu du monde paysan, je crois pas. C'est un livre qu'on a aussi, justement, on s'était dit que ça serait très intéressant d'en discuter au contact, que ce soit des milieux naturalistes, que ce soit aussi paysagistes ou agricoles. Mais c'est vrai que je dirais que justement, il y a quand même si c'est pas totalement, mais il y a quand même une emphase qui est mise sur les marges, des plantes qui migrent en marge des cultures, ou sinon dans leur sillage, parce que justement il y a énormément de migration végétale aussi, de plantes qu'on dit synanthropiques, qui se développent justement au contact des cultures, des champs, beaucoup d'arbustes qui viennent justement spontanément là où il y a eu culture.
là où il y a eu un champ cultivé par exemple. Mais justement ça pourrait être intéressant et j'ai l'impression que justement une histoire qui s'intéresserait surtout aux migrations des plantes depuis un point de vue agricole, j'ai l'impression qu'il y aurait énormément de choses aussi du côté archéobotanique. On documente aussi de plus en plus le long de la route de soie. On a de plus en plus de moyens. Malheureusement, je ne saurais pas en parler d'une façon très détaillée. Mais de plus en plus aussi de moyens techniques pour lire dans les charbons végétaux, pour lire dans des restes de graines qu'on trouve dans les puits aussi, toute cette histoire de l'agriculture qui s'est développée dans le poisson fertile et le long de la route de soie. Il ne faut pas oublier par exemple la pomme de terre est migratrice, le maïs aussi, enfin je veux dire la plupart de nos plantes, la tomate aussi. La tomate. Non, on n'en fait pas grand chose. Hein. Voilà. Absolument. Oui. Mais non mais la renouée, pour revenir à la renouée, c'est quand même une plante qu'on a fait venir, Oui. c'est nous, pour mettre dans les jardins, pour décorer quand même. Hein. Et après on la retrouve partout, dans les zones où il y a des friches. Oui, il faut préciser ça, que les plantes qu'on dit envahissantes, ce sont au départ des plantes que l'humain a fait venir et qui ensuite ont échappé à son contrôle. Mais c'est l'humain qui a fait venir ces plantes. Et pour faire écho à ce que vous dites, on a pas mal travaillé avec un groupe de recherche qui s'appelle le groupe de recherche Exorigine. Donc il y a un groupe de chercheurs et chercheuses de différentes disciplines qui travaillent sur cette question de la migration des plantes et sur les imaginaires migratoires depuis les plantes. Et ce groupe de recherche, ils ont dans le jardin des plantes à Paris un petit jardin qui s'appelle le jardin des altérités et où ils et elles ont entrepris de planter des plantes bleu, blanc, rouge, par exemple des coquelicots, des bleuets, donc des plantes qu'on pourrait penser nationales, qu'on pense bien de chez nous et en fait qui sont toutes d'ailleurs. Donc c'est un peu pour nous défaire de cette idée que, voilà, enfin, repenser que par exemple le coquelicot qu'on pense bien de chez nous, il vient d'Asie et voilà. Donc c'est quelque chose d'assez parlant, ce jardin des altérités. Oui, tout en sachant que quand on dit ça vient de quelque part, il y a toujours la question de ça vient d'où, c'était où avant, un peu comme il soulignait justement, mince, qu'est-ce que j'ai fait Gilles Clément, mais justement, ça pourrait aussi être intéressant parce qu'il y a tellement d'entrées en matière possible de regarder du point de vue culinaire, même quand on pense aux plats qui sont tellement typiques de tel endroit, de tel terroir, des voyages en tout cas qu'ont connu les tomates, les pommes de terre comme vous disiez, tout ce brassage aussi du continent américain en fait avec le continent européen qui finit par donner des plats tellement typiques ou qu'on sent et qu'on vit et qu'on reçoit comme tellement typiques de telle culture. Et c'est pas, le propos c'est pas du tout de dire qu'ils ne le sont pas typiques de cette culture, ni qu'il n'y a pas justement ce plaisir d'appartenance et de rapport un peu intime à la terre, mais c'est de suggérer que aussi le brassage et la rencontre sont souvent à l'origine justement dans la fabrique de ces choses qui deviennent reconnaissables et comme typiques. Le jardin des renouées de Liliana Motta, il est visitable? On imagine, c'est un conservatoire des polygonacées et il faudra lui demander, mais je pense que c'est le but. C'est dans la Sarthe. Oui. Et je pense que cette image-là, tout à la fin, il y a une image de... Voilà, il est là. Oui. Ça, c'est son jardin. Ça, c'est le conservatoire de la Renouée dans la Sarthe. Voilà, le conservatoire des polygonacées. Il faut savoir aussi que la renouée, c'est comestible. Oui. On pourrait très bien la consommer, vous imaginez. Et là, à ce moment-là, elle serait plus invasive. Et en même temps, ça permet d'éteindre les tissus. En fait, de fixer
de faire en fait de la teinture végétale. Et en fait, on fait une décoction avec la renouée du charbon pour en fait, que le colorant se fixe sur le tissu. Donc c'est notre utilisation. Parce que ça ne nous viendrait pas un seul instant à l'idée de dire la pomme de terre c'est un basilic. Non, bien sûr, mais je veux dire, alors qu'elle est bonne chez nous, il faut dire. Viens d'ailleurs. Et Jacques Tassin aussi, dans La Grande Invasion, il rappelle aussi que cette notion de plante invasive, déjà il n'y a pas une définition stabilisée de ce qu'est une plante envahissante, et il montre aussi comment ce sont des définitions historiquement construites. Donc les plantes envahissantes, ça s'adosse à la distinction entre plantes endogènes et plantes exogènes, et cette distinction elle est née au 19e siècle, et c'est, alors j'ai oublié leur nom, mais c'est deux oui, non, c'est plus tard, mais deux naturalistes britanniques, à un moment où la Grande-Bretagne voulait renforcer son identité nationale, qui ont créé ces distinctions et qui ont dit à partir de telle date, ces plantes-là, les plantes arrivées avant seront dites endogènes, et celles qui sont arrivées après, je crois que c'était 1492 au hasard, et elles seront dites exogènes. Donc ce sont des définitions aussi qui sont historiques et en quelque sorte arbitraires, puisque c'est l'humain qui les construit. Le châtaignier, le marronnier d'Inde, tout ça, c'est pas de chez nous, bien sûr. Donc pour répondre à la question, apparemment c'est ouvert les journées du patrimoine. D'accord. Saint-Paul-le-Gaultier. Le Gaultier. Il y avait d'autres questions. Il y a une collation là, Bernard. Vous pourrez discuter avec Brandwin et Marion. Avec une boisson qui migre chez nous. En fait, puisque c'est une boisson gingembre, et le gingembre, c'est un tubercule qu'on exporte, mais en fait qui commence avec le réchauffement climatique à bien pousser chez nous. Donc bientôt, on aura du gingembre local. On va migrer. La prochaine conférence ce sera sur la Lune, mardi 18 novembre. Pour l'université populaire. Véronique, précise pour l'université populaire, puisqu'il y a deux conférences. Il y a les conférences de... L'université populaire. Vous avez le programme de l'éco-festival d'Orge sur la table si vous voulez.